Si vous êtes aidant familial d'une personne atteinte de démence, vous rencontrez de nombreux défis au quotidien. Malgré votre dévouement, il arrive parfois de commettre des petites erreurs ou d'utiliser des expressions qui aggravent les comportements liés à la démence au lieu de les apaiser. Vos intentions sont bonnes, mais vous compliquez souvent la vie de votre proche et la vôtre par le fait même. Vous n'agissez pas forcément mal, là. La démence modifie simplement la façon dont le cerveau traite le langage, la logique et les émotions. Tout devient beaucoup plus facile une fois que vous comprenez comment le cerveau des personnes atteintes de démence pense, agit et résout les problèmes. Votre proche comprend, agit et réagit différemment qu'auparavant. Il est donc important de comprendre ce qui lui arrive, mais aussi d'adapter votre comportement. Je le sais par expérience car j'ai accompagné plus d'une centaine de familles confrontées aux nombreux défis de la démence. Je m'appelle Laurence Sainte-Marie et je suis travailleuse sociale. J'accompagne les proches aidants de personnes atteintes de démence. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 3 principes les plus importants qui, d'après mon expérience, aident les aidants à se sentir plus sereins, plus efficaces et plus compétents auprès de leurs proches atteints de démence ou de la maladie d'Alzheimer. Vous allez constater qu'il ne s'agit pas de phrases ou de formules toutes faites, là. Ce sont des outils que vous pouvez utiliser au quotidien, notamment lors de moments plus difficiles comme la résistance, la confusion ou les conflits. Commençons. D'abord, je vais vous enlever un poids des épaules. Si vous vous reconnaissez dans une des 3 situations qui vont suivre, sachez que vous n'êtes pas seul à vivre ça. Vous êtes quelqu'un qui essaie de bien faire avec les outils qu'on a tous appris, c'est-à-dire utiliser la logique, la mémoire puis le gros bon sens. Le hic, c'est que la démence touche justement ces 3 choses-là. Elle change la façon dont le cerveau traite le langage, la logique et les émotions. Alors, les réflexes qui ont marché toute votre vie, comme corriger, rappeler, raisonner, ils deviennent, sans qu'on le veuille, ceux qui compliquent le plus les choses. C'est pour ça que je ne vous parlerai pas d'erreurs. Je vais plutôt vous parler de 3 réflexes parfaitement normaux, des réflexes que j'appelle des automatismes du proche aidant. Dans le fond, ce sont des gestes ou des paroles qu'on fait ou qu'on dit presque sans réfléchir, parce qu'ils ont du sens avec un cerveau en bonne santé. Pour chacun, je vais vous montrer pourquoi il se retourne contre nous et la nouvelle règle qu'il remplace. Premier réflexe, corriger les faits. Votre proche vous dit quelque chose qui n'est pas exact, puis naturellement, vous le reprenez. Ben non, c'est pas ça, là, je te l'ai déjà dit. Vous le corrigez pour que vous soyez sur la même longueur d'onde. Pas parce que vous voulez le laisser dans l'erreur. C'est parce que toute votre vie, dire la vérité à quelqu'un, c'est une marque de respect. Mais regardez ce qui se passe dans son cerveau. La partie qui enregistre justement les nouvelles informations, celle qui retient ce que vous venez de dire il y a 2 minutes, c'est justement celle qui est touchée. Alors, quand vous dites « mais je te l'ai déjà dit », votre proche, lui, il ne se souvient pas que vous lui avez dit. Pour lui, c'est la première fois qu'on dit ça. Son cerveau ne sait plus trop comment traiter cette information, puis il réagit comme il peut, soit en se braquant, en répétant encore ou en se refermant. Puis nous, de notre côté, on interprète ça comme une mauvaise réaction, comme de l'entêtement. Mais ça n'en est pas un. C'est juste un cerveau qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Pensez-y là, quelques instants. C'est inutile de dire à quelqu'un qui oublie qu'il a oublié. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il se souvienne qu'il a oublié. Voici ce qui se passe pour votre proche dans sa tête. Il ne vous contredit pas pour vous contrarier. Son cerveau lui présente une réalité, puis pour lui, elle est aussi vraie que la vôtre l'est pour vous. Vous ne débattez pas avec votre proche, là, dans le fond. Vous débattez avec sa maladie. Et cette bataille-là, vous ne pouvez pas la gagner. Parce que la gagner voudrait dire prouver à quelqu'un qu'il a tort sur sa propre réalité. Alors, quoi faire à la place? Au lieu de corriger le fait, accueillez l'émotion derrière le fait. S'il vous dit qu'il doit aller travailler, vous n'avez pas à lui rappeler qu'il est à la retraite depuis 20 ans. Vous pouvez simplement lui demander « Ah oui? Ah parle-moi de ce que tu vas faire au travail aujourd'hui. » Comme ça, vous ne le confrontez pas directement. En même temps, vous lui changez les idées tout doucement, subtilement, sans qu'il sente qu'on le reprenne. Vous le rejoignez là où il est, au lieu de le ramener de force là où vous êtes. Et je le sais là, qu'au quotidien, sur le coup, c'est difficile de se rappeler quoi dire à la place.
C'est justement pour ça que j'ai préparé un petit aide-mémoire d'une seule page avec les phrases qui apaisent au lieu d'empirer. Mon conseil, imprimez-le et collez-le à l'intérieur d'une porte d'armoire de cuisine. Pas sur le frigo, là, parce que si votre proche il lit encore, ben, ça pourrait le mettre mal à l'aise. À l'intérieur d'une armoire, c'est discret. Vous ouvrez la porte, le temps d'aller vous chercher un verre d'eau, vous jetez un petit coup d'œil, vous prenez une seconde pour vous recentrer et puis vous refermez la porte. Si vous voulez, le lien est dans la description de la vidéo. Deuxième réflexe, tester la mémoire. Le deuxième réflexe, c'est celui qui fait le plus mal sans qu'on s'en rende compte. C'est la petite question qu'on pose souvent avec un petit sourire ou parfois avec une pointe d'espoir. Tu te souviens de moi? Ou encore en montrant une photo de famille. Tu sais c'est qui ça? On le fait par amour. Là. On veut vérifier. On veut s'accrocher au lien. Au fond, on espère qu'aujourd'hui, peut-être, il va nous reconnaître. Mais quand vous posez cette question-là, vous mettez votre proche devant un examen qu'il ne peut pas réussir. Et son cerveau, même malade, le sent. Il sent qu'on attend quelque chose de lui qu'il n'arrive plus à donner. Résultat, il se ferme, il invente une réponse ou il se retire. Pas parce qu'il ne vous aime pas, parce qu'on vient de lui rappeler en une seconde tout ce qu'il a perdu. Et voici ce qui est important de comprendre. Votre proche n'a pas besoin de se souvenir de qui vous êtes pour ressentir que vous êtes quelqu'un de bon pour lui. La mémoire des faits s'efface, mais la mémoire des émotions reste beaucoup plus longtemps. Il peut oublier votre nom, puis continuer à se sentir en sécurité, calme, puis aimé quand vous entrez dans la pièce. Alors, à la place, ne testez pas. Offrez. Au lieu de « Tu sais c'est qui? » Donnez-lui tout de suite la réponse. Comme un cadeau. Moi, par exemple, quand je visite ma grand-mère qui vit avec l'Alzheimer, chaque fois que je vais la visiter, dès que j'entre dans sa chambre, je lui dis « Bonjour grand-maman, c'est moi Laurence, ta petite fille. Je viens de visiter. » C'est sûr que je le dis doucement, là, encore plus lentement que ce que je viens de dire là, parce que ça lui donne, dans le fond, tout ce dont elle a besoin d'un coup. Notre lien, mon nom et le contexte de ma visite. C'est sûr qu'elle va avoir besoin que je lui rappelle encore pendant la visite, mais au moins, on commence la visite avec la confiance au lieu de la méfiance et de la confusion. Troisième réflexe, éteindre la tempête. Le troisième, c'est peut-être le plus humain de tous. Votre proche s'agite, il monte le ton, il devient anxieux, tourne en rond, et vous, instinctivement, vous voulez que ça arrête là, parce que ça vous fait mal de le voir comme ça, puis peut-être que ça vous énerve aussi. Alors vous dites, nerve-toi pas là, calme-toi. Vous le dites parce que vous l'aimez et que vous voulez ramener la paix. C'est le plus normal du monde. Là. Mais quand le cerveau est touché par la démence, il ne traite plus très bien le sens des mots dans un moment de stress. Ce qu'il capte, c'est surtout le ton, le visage, puis l'énergie dans la pièce. Et calme-toi, même dit doucement, des fois ça peut sonner comme un reproche. Ça envoie le message, ce que tu ressens, c'est pas correct. Alors, au lieu de calmer la tempête, ben, on l'attise. Et c'est peut-être là le plus important à retenir de toute cette vidéo. On ne peut pas raisonner une émotion. On peut juste l'accompagner. Votre proche n'a pas besoin qu'on lui prouve qu'il n'y a pas de danger. Il a juste besoin de sentir qu'il n'est pas seul dans ce qu'il vit. Alors, à la place, avant de vouloir comprendre ou de régler quoi que ce soit, donnez-lui la sécurité d'abord. Baissez votre propre ton. Approchez-vous doucement et nommez ce qu'il vit sans le corriger. Je vois que tu es inquiet. Je suis là. On va rester ensemble. Ensuite, deux gestes tout simples qui aident souvent à faire redescendre la tempête. Bien, le premier, c'est de réduire le bruit qu'il y a autour. Un cerveau agité, c'est un cerveau débordé. Alors, baissez le volume de la télévision, fermez la radio, éloignez-vous du brouhaha. Moins il y a de bruit et de stimulation, plus son cerveau a de la place pour se calmer. Le deuxième petit truc, c'est de détourner doucement l'attention vers quelque chose de familier et d'apaisant. Ça peut être une chanson qu'il aime, une photo,
prendre une petite marche, une tâche simple qu'il connaît par cœur. On ne le confronte pas à ce qui l'inquiète. On l'amène tout doucement ailleurs. Quand le corps se sent en sécurité et que l'environnement se calme, l'agitation redescend souvent d'elle-même, bien plus vite qu'avec n'importe quelle explication. Si vous deviez retenir une seule chose de ces 3 réflexes, ce serait vraiment celle-ci. Derrière les 3, il y a la même nouvelle règle. Avec un cerveau en santé, on se connecte aussi par l'émotion et la sécurité, mais on est plus capable de traiter la logique et les faits. Et bien souvent, ça nous aide à régler les choses. Mais avec un cerveau touché par la démence, cette logique-là, elle est plus accessible. Donc, il ne reste plus que l'émotion et la sécurité. C'est par là et seulement par là qu'on peut le rejoindre. Alors, la prochaine fois que vous sentez que ça monte en vous, ben non, c'est pas ça. Arrêtez-vous une demi-seconde puis demandez-vous juste une chose. Est-ce que là, j'essaie d'avoir raison ou j'essaie de rester en lien? La plupart du temps, ce dont votre proche a vraiment besoin, ben, c'est pas d'avoir la bonne information. C'est juste de se sentir en sécurité avec vous. Et écoutez, soyez doux là, avec vous-même dans tout ça. Vous n'allez pas réussir chaque fois. Puis vous allez encore dire hey, je te l'ai déjà dit, mais certains jours, c'est sûr que ça va arriver. Parce que soit vous êtes plus fatigué, vous avez moins de patience cette journée-là, puis ça, c'est totalement humain, là. Le but, c'est vraiment pas d'être parfait. C'est juste de comprendre un peu mieux ce qui se passe pour que dans ces moments-là, ça devienne un peu moins lourd. Pour lui, comme pour vous. Alors, récapitulons les 3 automatismes du proche aidant qu'on vient de transformer. Le premier, arrêtez de corriger les faits. Quand votre proche se trompe, vous débattez avec la maladie, pas avec lui. Accueillez l'émotion derrière le fait au lieu de le ramener de force dans votre réalité. Le deuxième, arrêtez de tester la mémoire. Ne lui demandez pas de se souvenir de qui vous êtes. Offrez-lui la réponse en cadeau. Il peut oublier votre nom, mais continuez à se sentir aimé. Le troisième, arrêtez de vouloir éteindre la tempête avec la logique. On ne raisonne pas une émotion, on l'accompagne. La sécurité d'abord et toujours. Puis au fond, ces 3 choses-là tiennent dans une seule phrase. Avec votre proche, choisissez le lien avant la raison. Je sais qu'entre comprendre tout ça dans une vidéo puis le vivre au quotidien, c'est 2 choses totalement différentes. Si vous sentez que vous êtes rendu là, que vous demandez par où commencer, ce qui s'en vient, ou simplement si vous prenez les bonnes décisions pour votre proche, j'ai aussi un guide qui s'appelle « Votre parent change, quoi observer et quoi faire ». C'est un bon point de départ pour y voir plus clair. Le lien est dans la description, juste en bas de la vidéo. Prenez soin de vous, on se revoit dans une prochaine vidéo.